il faut avancer un peu dans l'éthique vers la 3e et la 4e partie, qui elles sont consacrées à l'étude des affects dont les hommes font l'expérience en société. Et la grande thèse qui gouverne ce moment du livre, c'est que l'individu humain est d'emblée un être social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Spinoza ne commence pas par se demander à quoi ressemblerait l'existence d'un homme isolé, qui n'aurait aucune relation avec d'autres individus, parce que ça, pour Spinoza, c'est une abstraction, ça n'existe pas. Le propre de l'individu humain, qui est seulement une partie de la nature, c'est d'être ouvert sur l'extérieur, et donc de ne pas pouvoir éviter les rencontres avec d'autres êtres. Et c'est là que le lien avec les sciences sociales devient plus évident, parce que dans ces deux parties, Spinoza montre que la vie pour les hommes est forcément collective, qu'elle est forcément sociale. Et donc d'un point de vue spinoziste, quand on étudie l'individu, il faut nécessairement prendre en compte son environnement social, parce que cet environnement agit sur lui. Je pense que nous sommes formés à l'intérieur d'un monde social et les possibles qui nous sont ouverts sont formés et contraints par les normes sociales au sein desquelles nous vivons. Et même si nous avons une certaine latitude, une certaine liberté, la liberté de nous créer nous-mêmes de façon nouvelle, inédite, c'est quand même toujours au milieu de contraintes. Et je crois qu'il ne faut pas perdre cela de vue. Alors la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Judith Butler, qui a participé à cet ouvrage collectif et qui insiste elle aussi sur le fait que l'homme n'est pas un empire dans un empire, comme le dit Spinoza, et qu'il ne peut pas décider de son existence en faisant abstraction de son environnement social. Il y a une dépendance réciproque des individus, que Butler appelle précarité, et qui signifie que toute vie humaine dépend de conditions sociales et politiques pour se maintenir. Et parfois, ces conditions ne sont pas remplies, par exemple lorsque les normes qui organisent la société excluent ou oppriment certains individus. Donc pour les auteurs qui réfléchissent aux effets de la vie sociale sur l'individu, la réflexion de Spinoza peut servir d'outil, que ce soit pour penser ce que Butler appelle la précarité de la vie en société, ou bien pour revenir sur d'autres problèmes qui se posent en sociologie, par exemple celui du déterminisme social. Je dirais que nous naissons déterminés, et nous avons une petite chance de finir libres. Autrement dit, je pense que c'est à condition de s'approprier les instruments de pensée et aussi les objets de pensée que l'on reçoit sont le produit, que l'on peut devenir un tout petit peu le sujet de ses pensées. C'est-à-dire on ne naît pas le sujet de ses pensées, on devient le sujet de ses pensées à condition, entre autres choses, je pense qu'il y a d'autres instruments, il y a aussi la psychanalyse, etc., à condition de se réapproprier la connaissance des déterminismes. Alors plusieurs auteurs ont déjà souligné la proximité entre certains aspects de la pensée de Spinoza et celle de Bourdieu qu'on vient d'entendre, puisque tous les deux ont accordé énormément d'importance à la notion de déterminisme. Mais relire Bourdieu avec Spinoza permet d'aller encore plus loin, puisqu'on l'a entendu dans l'extrait, Bourdieu considère que ce déterminisme social n'est pas total, et qu'il reste tout de même une zone de liberté qui permettra à l'homme de faire ses propres choix sans être influencé par rien. Eh bien, les auteurs qui soutiennent qu'une telle liberté n'existe pas peuvent trouver chez Spinoza un allié utile, puisque l'une de ses grandes thèses est que rien dans la nature n'arrive sans une cause qui l'explique. Et c'est pour ça qu'on peut très bien faire un principe sociologique de la formule de Spinoza qui dit que si les hommes se croient libres, c'est simplement parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent.